Messieurs les directeurs de cabinet, monsieur le conseiller du Premier ministre, chef du gouvernement en charge du département communication et médias, nous avons aujourd'hui l'honneur et le plaisir d'accueillir Madame Marlette Soudan-Nono, ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, secrétaire exécutive de la commission climat du Bassin du Congo. Et elle va tout à l'heure se soumettre aux interrogations qui sont les vôtres, très certainement, sur des questions qui sont au cœur de la problématique mondiale et nationale. Et donc je vous inviterai, pour celles et ceux qui souhaitent le faire, eh bien, à orienter majoritairement les questions vers Madame la Ministre sur ces sujets d'importance nationale et pourquoi pas sur d'autres sujets, Madame la Ministre pouvant bien entendu répondre à toute question qui relève de l'action du gouvernement ou tout simplement de l'analyse de la situation générale de notre pays. Alors, cette fois-ci, et à titre exceptionnel, nous n'aurons pas de mots liminaires, mais je vais nous inviter d'abord à rendre un hommage à quelques-uns de nos disparus qui, malheureusement, se sont, pour ce qui concerne leur départ, se sont accumulés depuis notre dernière quinzaine, qui elle-même a été plusieurs fois retardée, vous le savez bien, pour des raisons indépendantes de notre volonté. Il s'agissait, pour l'essentiel, de tenir compte en priorité d'événements relevant de l'agenda gouvernemental ou présidentiel. Voilà pour ce qui concerne nos quinzaines, mais comme on dit, il vaut mieux tard que jamais. Alors, nous allons rendre un hommage ému à un certain nombre de disparus. D'abord, bien entendu, l'immense artiste, chanteur, compositeur, interprète, Pierre Moutouari, l'immortel compositeur de ce tube, entre autres, qu'est la chanson Misenge. Pour ce qui concerne notre secteur, nous allons donc rendre hommage à la mémoire de Madame Juvinci Bambi, agente de Radio Congo, Monsieur Johannes Makwala, journaliste à Télé Congo, qui fut, pour ceux qui le savent, attaché de presse ici au cabinet du ministre de la Communication et des Médias. Nous allons également rendre hommage à la mémoire de Monsieur Anissé Mongala, qui était un caméraman connu de la chaîne privée d'IRTV International, ainsi qu'à Madame Sandrine Romari Atipo Nsaï, agent au service commercial de Télé Congo. Et pour ce faire, je vais nous inviter à nous lever pour une minute de silence. Je vous remercie. Je suis Gabrielle Mabiala pour le compte de Tilika Média. Monsieur le ministre, dans la loi de finances 2025, il est prévu la création d'un fonds de soutien à la presse appelé à remplacer la redevance audiovisuelle RAF. Qu'en est-il aujourd'hui? Car malgré sa suppression, la RAF continue d'être prélevée. Comment le gouvernement explique-t-il ou gère-t-il cette situation? Madame la ministre, j'ai 2 questions pour vous. Qu'en est-il du Fonds bleu? Depuis sa création, le Congo a-t-il réellement mobilisé pour alimenter ce fonds? Et puis le Congo se veut champion dans la protection de l'environnement. Pourtant, Brazzaville et Pointe-Noire baignent dans une insalubrité inquiétante qui peut devenir des foyers de maladies. Comment expliquez-vous ce contraste entre vos engagements écologiques et la réalité sur le terrain? La deuxième question, Madame la Ministre, malgré vos multiples interpellations et même vos déplacements à Dimonika avec le Premier ministre, l'exploitation minière illégale se poursuit. Des ONG affirment que certaines sociétés brandissent des autorisations délivrées par vos collègues ministres. Même constat au lac Tiponga, où les travaux continuent malgré votre note de suspension. Comment expliquez-vous ces divergences au sein du gouvernement
et quelles mesures comptez-vous prendre pour faire appliquer vos décisions à Dimonika et au lac Tiponga? J'aimerais vous saluer une fois de plus, parce que je vous ai salué de loin. Monsieur le directeur de cabinet, monsieur le conseiller spécial, chers collaborateurs, et surtout, chers médias. Vraiment, monsieur le ministre, vraiment j'apprécie cette invite à échanger donc à bâton rompu, vraiment à bâton rompu, avec ceux qui portent en écho les questions de société aujourd'hui et qui sont des relais. Je vais commencer dans l'ordre que vous avez proposé. C'est comme si je le savais. Aujourd'hui, je venais d'une activité qui se tient en ce moment au niveau de la Banque africaine de développement des États d'Afrique centrale, où nous lançons l'un des points les plus importants depuis la mise en place de ce fonds fiduciaire, ce mécanisme financier qui est le fonds bleu pour le bassin du Congo. Mais j'aimerais peut-être que vous m'autorisez à revenir sur des aspects de création et de faire quelques distinguos, souvent qui sont peu su ou mal perçus ou mal connus. Le fonds bleu n'est que l'instrument des États, qui sont les États membres de la commission climat du bassin du Congo et du fonds bleu pour le bassin du Congo. En 2021, en marge de la COP africaine qui s'est tenue sous les auspices du Maroc, donc à Marrakech, Sa Majesté le roi du Maroc a proposé vraiment à ses pairs africains, sous le prisme de l'Union africaine, notre institution continentale de 54 États aujourd'hui, un sommet qui tournait autour des questions de changement climatique. Ce sommet, dit sommet de la coémergence de l'Afrique, donc sur l'initiative de Sa Majesté le roi du Maroc, a vu naître 3 commissions qui distinctes, vraiment 3 commissions réparties en fonction du découpage géographique que vous entendez par bassin du Congo, mais un découpage continental de nos 54 États. Et donc, nous avons donc la commission climat du bassin du Congo, qui est présidée par la République du Congo, et plus particulièrement et plus précisément par le président de la République, chef de l'État, qui est donc président donc, de la dite commission, qui porte 16 membres, dont un membre fondateur qui est le Royaume du Maroc. Nous avons 2 autres commissions. La commission sœur des États insulaires, qui est, elle, présidée par les Seychelles. Et vous avez la 3e commission, celle de la commission climat du Sahel, présidée donc par le Niger. Voilà les 54 pays divisés donc en 3 commissions aujourd'hui thématiques qui portent sur ces grands enjeux du moment planétaire, le changement climatique, la biodiversité, l'environnement. Nous avions dans le document à prendre d'abord une décision à l'issue des assises de 2016. Donc en 2017, l'Union africaine a entériné cette décision des chefs d'État, réunis donc dans le cadre de ce sommet extraordinaire de l'Union africaine, donc tenu à Marrakech en marge de la COP 21, et ils ont pris une décision pour en faire des institutions de l'Union donc africaine. Donc nous sommes une institution de l'Union africaine. Et ils ont pris une 2e décision, celle de consolider la proposition des 3 chefs d'État à porter donc de façon pérenne. Ce ne sont pas des présidences tournantes à la tête donc de ces 3 commissions climatiques, en l'occurrence la nôtre, le président Denis Sassou Nguesso. Parallèlement à cette grande activité, pas des moindres, qui s'est tenue, en marche donc de ce sommet de la coémergence de l'Afrique, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a proposé, à juste titre, à cette commission politique, un instrument fiduciaire pour une meilleure efficacité. Et là, on ne peut que reconnaître là également le pragmatisme et l'engagement de notre président de la République à être dans l'action. Et il a proposé à ses pairs africains donc un fonds fiduciaire appelé le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Et nous avons donc eu l'étape
de l'Union africaine, suivi de l'étape d'Oyo, où un mémorandum d'entente a été signé afin que l'ensemble des pays parties membres de la Commission climat du bassin du Congo souscrivent à cet instrument financier qui est donc l'instrument de la Commission climat du bassin du Congo. Dans la même foulée, en 2018, le président de la République du Congo, à la tête donc de la dite commission, de la Commission climat du bassin du Congo, a convoqué le premier sommet constitutif de la dite commission qui a vu prendre un acte fondateur officiellement de la mise en œuvre de cette commission, l'acte donc instituant la Commission climat du bassin du Congo et de fait reconnaissant également officiellement du fait que le fonds fiduciaire, l'instrument financier, ce mécanisme-là, porté par les États, est bel et bien le fonds bleu pour le bassin du Congo. Et avec siège, comme l'a préconisé la décision de l'Union africaine, la République du Congo, Brazzaville donc. Et donc Brazzaville aujourd'hui a cet instrument, oui, mais a le siège. Donc beaucoup d'eau ont coulé. Il a fallu d'abord constituer toutes les étapes administratives. Une fois que les chefs d'État ont entériné tous ces processus, il a fallu derrière lancer des appels d'offres pour recruter les différents cabinets dans le cadre de la transparence par appel d'offres et non de gré à gré, qui devaient donc rédiger les lots de ce qu'on appelle les études de mise en œuvre, donc de configuration même de la commission politique et l'instrument financier. Et donc, le grand cabinet international qu'on ne présente plus, Ernst & Young, donc, avait remporté officiellement cette offre. Nous nous sommes déplacés donc dans les locaux du PNUD, qui est un grand partenaire aux Nations Unies, pour ouvrir ces appels d'offres. Nous avons beaucoup de partenaires, la Banque mondiale, l'Union européenne, la B2AC, toutes nos institutions régionales, la COMIFAC, la SICOS, tous les États membres représentés, dans les locaux donc, des Nations Unies, donc à savoir l'une des agences, le programme des Nations Unies pour le développement, et c'est donc le cabinet EY qui a remporté les deux offres, de la préfiguration donc de l'instrument politique qui est la Commission et de l'instrument fiduciaire technique qui est donc ce fonds fiduciaire. Dans la même foulée, nous avons lancé un appel d'offres pour recruter le cabinet qui va avoir le mandat maintenant d'avoir toutes les équipes techniques pour rendre à maturité et à rendre éligibles les projets en financement. Parallèlement, nous avons eu donc des statuts, un règlement intérieur. Nous avons donc signé un mandat avec la Banque des États d'Afrique centrale qui a remporté l'offre et qui abrite aujourd'hui le fonds fiduciaire. Nous n'avons que la gouvernance politique en tant que président du Conseil des ministres, dans ma qualité de secrétaire exécutive, et d'un autre côté, le président de la République qui préside, bien entendu, le segment présidentiel du sommet des chefs d'État. Et donc aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle un pipeline de projets, un fonds d'investissement des projets, près de 300 projets, plus précisément 254 projets de 15 pays, puisque le Maroc, qui est un partenaire central pour avoir proposé, mais qui nous a également, dès le début sur les fonds baptismaux du Royaume du Maroc, octroyé $1 million pour la mise en œuvre de tout ce processus-là. Et donc, aujourd'hui, nous sommes arrivés au terme de ce processus et la banque est en train d'organiser la pré-table ronde qui va se tenir en marge de la COP30 à Belém pour la mobilisation des financements, comme leur mandat le signifie, entre le mandat qu'ils ont signé donc avec la Commission climat du bassin du Congo et également nous tiendrons ici la table ronde elle-même au mois de mai 2026, ici à Brazzaville. Donc, les dernières étapes, nous sommes arrivés à l'opérationnalisation. Donc, il fallait avoir les textes, il fallait avoir le plan d'investissement, la banque avec les techniciens, pour ne pas que nous ayons des termes de référence comme nous sommes habitués à les avoir, non, d'avoir des études de ces projets, il faut voir des études de faisabilité, ce qui permet aux partenaires de pouvoir vous suivre en matière de financement. Et donc voilà, aujourd'hui, nous avons, donc ici à Brazzaville, siège de la Commission climat du bassin du Congo, l'ensemble de ces parties prenantes
à cette commission climat et à ce fonds bleu pour le bassin du Congo qui sont ici à Brazzaville. Et vous qui me suivez à travers les médias, vous avez dû voir sur les hautes instructions du président de la République du Congo, mais également président de la commission climat du bassin du Congo, rencontrer les différents chefs d'État des pays membres afin de leur présenter et de recueillir les hautes instructions de ces chefs d'État en matière de priorité de projets d'investissement qui portent sur les enjeux du climat, parce qu'il nous faut aller vers des programmes nationaux de développement qui s'appuient sur la notion de durabilité, et c'est le cas au travers donc de ce pipeline de projets, de ce plan d'investissement qui a été alimenté par les États, et le Congo compte à ce stade 41 projets versés donc à titre au niveau de ce fonds, donc qui est le fonds bleu pour le bassin du Congo. Vous posez également une autre question sur l'assainissement. Nous sommes le ministère qui porte de façon transversale ce que l'on appelle le cadre juridique et le cadre réglementaire institutionnel. Mais vous devez déjà saluer l'initiative du président de la République d'avoir créé un ministère plein. Parce que le ministère de l'Environnement est celui qui donne le cadre de façon globale, transversale, sur l'ensemble des secteurs concernés par ce mastodonte aujourd'hui planétaire qui est l'environnement, mais également ce triptyque qui est le développement durable, économie, social et environnement. Nous sommes heureux aujourd'hui au sein du gouvernement de cette création et de l'arrivée d'un ministère, un portefeuille plein sur les questions d'assainissement, du cadre de vie, donc de la gestion de nos déchets, qui ont un impact direct sur nos problèmes de santé, sans compter qu'il y a également des zoonoses. Lorsque l'on parle de corona, de certaines maladies que vous connaissez, c'est simplement lorsque nous bousculons l'homme dans l'habitat de cette autre biodiversité qui est cette faune aujourd'hui, qu'il y a des zoonoses. Et donc aujourd'hui, vous avez vu comment se déploie le ministre en charge de l'assainissement, aux côtés donc de cette gestion décentralisée, déconcentrée des collectivités locales, avec une stratégie qui a été prise, qui est sur la table du gouvernement aujourd'hui, pour être adoptée et pour accompagner nos collectivités locales justement à une meilleure appropriation, pour une meilleure implémentation. Parce que c'est la dialectique, nous évoluons, et aujourd'hui, avec la création de ce ministère, nous sommes en train de porter des nouveaux textes, puisque ne l'oubliez pas, dans la foulée, il y a eu plusieurs avancées au niveau du ministère de l'Environnement. Nous avons revisité, actualisé, mis au goût du jour des enjeux de l'environnement aujourd'hui, la loi avant-gardiste de 1991, en prenant une loi aujourd'hui portant pas simplement sur la protection de l'environnement, mais sur la gestion durable de l'environnement de 2022. Et nous avons également sur la table aujourd'hui de l'État promulgué également cette grande loi portant gestion durable, également la première du genre de la République du Congo. Et nous avons maintenant le dernier né qui arrive, ce mastodonte de la mise en œuvre avec ses agents assermentés, dont nous avons commencé déjà à parfaire et à porter la formation. Pourtant, la loi ne vient que d'être promulguée il y a moins de 15 jours de cela, l'Agence nationale de l'environnement, qui rend donc irréversible toutes donc, les avancées en matière d'environnement, de développement durable. Et aujourd'hui, nous avons signé, donc l'État, en l'occurrence mon collègue et toutes les parties prenantes, avons donc signé ce nouvel accord. Mais qu'est-ce qui s'y passe ? Il faut que nous puissions nous le dire tout simplement. L'assainissement n'est pas qu'une question de l'État, mais c'est une question qui concerne tout le monde. Est-ce qu'il est normal que nous balayons, nous mettons tout à l'égout, tout à la rue ? Moi, souvent, il m'arrive d'être derrière nos propres bus. Il y a des gens qui mangent des bananes, qui jettent, au travers des hublots, qui jettent tous les détritus. Il faut également que nous ayons une démarche citoyenne de notre propre cadre de vie. Aujourd'hui, vous parlez là, dans la deuxième question, de la mise à mal de l'autorité de l'État. Mais qui est derrière l'autorité de l'État si ce n'est nous-mêmes ? Ne l'oubliez pas, je vous l'ai à demi maudit ici.
Qu'est-ce que je vous ai dit en d'autres termes? L'État est un régulateur qui porte les ministres. Sur le plan stratégique, nous portons la régulation institutionnelle, nous donnons le cadre réglementaire. Lorsqu'un Premier ministre, à la tête d'une interministérielle, des membres du gouvernement, pour aborder votre deuxième question dans cette transition, descend comme a dit Monica, l'exemple que vous avez pris, et le collecteur du lac Chipunga, ça veut dire que nous avons un sérieux problème avec la gestion décentralisée, déconcentrée des collectivités locales qui est reprise dans la loi fondamentale qu'on appelle la Constitution. Ce n'est pas le rôle des membres du gouvernement de descendre sur le terrain. Lorsque je descends à Kélé, dans les prérogatives qui sont les miennes, dans le cadre de la mise en demeure, là également, je suis devant un fait accompli où je me substitue de cette gestion décentralisée, déconcentrée. N'oubliez pas que le premier citoyen après l'exécutif que nous constituons au niveau du gouvernement, mais c'est le préfet dans les départements. Il a autour de lui lesquels? Mais il a nos directeurs départementaux qui représentent les ministres avec tous les pouvoirs discrétionnaires que le chef d'État nous a donnés, que nous basculons au niveau des directeurs départementaux. Et donc les préfets ont tous ces instruments, la police, les douanes, l'environnement, l'assainissement et autres, tous ces directeurs départementaux autour d'eux. Mais qu'est-ce que nous faisons souvent? Nous faisons fi des textes de l'État. Pour ceux qui me connaissent, j'aime m'abriter derrière les textes. Que disent les textes? Le président de la République l'a rappelé suffisamment dans ses différents textes. Qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas tant les textes souvent qui font défaut, mais c'est la mise en application. Donc aujourd'hui, nous sommes tous condamnés à œuvrer ensemble. Il faut que chacun de nous, au-delà des interpellations, nous sachions que faire, que dire, et pourquoi et comment. Nous sommes en train de suivre les activités de Dimonica. Non, je vous mets au défi de me donner des preuves concrètes de la non-exécution des arrêts d'exploitation des ressources naturelles dans une zone de biosphère. Dimonica n'est pas n'importe quelle zone. C'est une zone de biosphère de l'UNESCO. Ça veut dire que ce n'est pas tant le problème de la dégradation qui aurait posé problème, déjà que là c'est grave, mais c'est une zone particulière de protéger patrimoine de l'humanité. Le Congo a souscrit à cet engagement de zone préservée qu'on appelle zone de biosphère aujourd'hui. Donc, nous ne pouvions faire preuve de tolérance. Mais qu'est-ce que nous avons demandé aux partenaires? Dans le cadre d'une restauration suite à notre mission, il faille faire ce qu'on appelle un audit environnemental qui permette de savoir quelles ont été les dégradations, puisqu'il y a des zones vertes, oui, paysages verts, oui, mais nous avons également des ressources en eau. Il a été question d'une exploitation non autorisée sauvage des ressources de ce qu'on appelle tout simplement des minéraux assez rares comme l'or également, stratégique pour les États. Donc cette exploitation sauvage. Parce que comment cela se passe normalement lorsque l'on respecte les engagements de l'État? Mais tous les partenaires économiques sont assujettis dans un cadre d'un développement global à des études d'impact environnemental et social. Nous avons près d'une trentaine de cabinets aujourd'hui indépendants, mais qui sont agréés au niveau du ministère de l'Environnement et du Développement durable et du Bassin du Congo, qui donnent donc cette autorisation. Ils ont donc, les partenaires économiques, soit ils prennent un cabinet en République du Congo agréé, soit ils prennent un cabinet à l'extérieur, mais ils sont assujettis à renvoyer ce dossier qui commence par ce qu'on appelle des termes de référence. Ils doivent saisir officiellement, c'est ce que disent nos textes, le ministre de l'Environnement. Une fois qu'ils ont saisi le ministre de l'Environnement, je dois me prononcer sur l'utilité de cette exploitation économique. Une fois que j'ai donné ma validation, ils vont donc se présenter auprès du cabinet qu'ils choisissent eux-mêmes
qui est agréé en République du Congo ou est un cabinet à l'extérieur. Mais avec l'obligation de soumettre la copie, donc souvent ce sont des bulletins de près de 6000 pages, à l'attention donc du comité interministériel qui est présidé par le ministère de l'Environnement, par le ministre de l'Environnement, mais qui délègue son directeur général de l'Environnement. Donc autour de cet interministériel, vous avez la société civile, les ONG, vous les avez tous. Et ils arrêtent une démarche, soit ils suivent ce qui a été proposé par le cabinet d'études, mais ce qui fait foi de cette étude faite et valide, ce n'est pas tant le bulletin de 6000 pages, c'est ce sésame qui est le certificat de conformité environnementale, qui est aujourd'hui l'une des obligations pour le développement de moult projets. Une fois qu'ils ont ce sésame, ils ont l'obligation de recourir à une publication, deuxième enquête populaire, pour protéger les populations, afin de nous assurer que tout le monde dans le cadre de l'étude a été contacté et que personne n'a été oublié. Une fois que j'ai le retour de ce résultat de cette publication d'enquête terrain, je délivre l'autorisation d'ouverture de l'activité. Donc, tous les autres secteurs, avec l'autonomie qui est due à leur ministère, sont assujettis à la conformité environnementale et à l'ouverture. Donc aujourd'hui, concernant Dimoneka, avec les différentes autorisations auxquelles vous faites état, du ministère de l'économie forestière, du ministère des Mines, il faut savoir que dans leur dossier, dans leur démarche interne, ils ont les autorisations d'autoriser l'exploitation. Mais ce que le partenaire ne dit pas, ces autorisations sont assujetties au certificat de conformité du ministre de l'Environnement, pas du ministère, mais du ministre de l'Environnement, et de l'autorisation d'exploitation. Le lac Chipunga, le dossier est en cours de réexamination sur la table du Conseil des ministres, et plutôt en l'occurrence donc de la primature du Premier ministre. Nous sommes en train d'y travailler. Les choses ont été précipitées au niveau donc des techniciens de terrain, parce que mon collègue et moi-même, le ministre d'État, en charge donc des grands travaux, nous échangeons sous l'autorité de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et nous avons convenu que nos techniciens ont mis la charrue avant les bœufs et que nous avons pratiquement stoppé tout ça. Si vous y allez maintenant, nous sommes à cette étape en train de revenir sur ce que nous avons préconisé, un audit, pour voir quels en sont les impacts et surtout, ils sont en train de faire ce qui n'a pas été fait, une étude d'impact environnemental et social. Et ensuite, n'oubliez pas que c'est au centre du projet de société du chef de l'État, le lac Chipunga. Ça fait partie de notre patrimoine. Et donc, je ne crains que nous ne pourrions donner suite à cette démarche. Et que nous allons simplement prendre, acter à l'issue donc de cet audit, la démarche concertée avec mon collègue, c'est un secret de polichinelle, détourner simplement les jetées d'eau et que ces jetées d'eau, par rapport à l'étude, va suivre le cours d'eau parallèlement pour aller un peu plus loin où il y a une embouchure, puisqu'un lac d'embouchure. Alors, pour ce qui concerne la question que Mme Gabrielle Mabiala m'a posée sur le fait que la loi de finances avait prévu un fonds d'aide à la presse et que la loi de finances avait, d'après vous, entériné la disparition de la redevance audiovisuelle, qui, par ailleurs, vous l'avez relevé, continue à être prélevée sur les factures de ECAREC de chacune et chacun des abonnés. Je vous avoue ma peine, ma consternation et, comment dirais-je, ma détresse. Voilà. Alors, pourquoi j'emploie des termes aussi forts ? Comme vous le savez, j'ai fêté le 10 août 2025 mes 10 ans à la tête de ce ministère. Quand j'ai pris mes fonctions, au moment de la passation de service, le ministre Bienvenu Okiemi, parmi les éléments transmis, m'avait transmis la problématique de la redevance audiovisuelle, m'expliquant les difficultés qu'il y avait à cette époque, 12 ans après la mise en place de la redevance,
l'impossibilité, à ce moment-là, depuis 12 ans, d'obtenir le versement de la redevance audiovisuelle conformément au décret de 2003 qui lui-même reprenait les dispositions de la loi de finances de 2001. J'ai donc à mon tour porté ce fardeau, j'ai fait les démarches et les recherches nécessaires et nous nous sommes à notre niveau également, hélas, retrouvés dans la même impasse. Et ce n'est pas faute, Madame la ministre ici présente peut en témoigner, depuis le gouvernement du Premier ministre Clément Mwamba, paix à son âme, nous avions des interrogations sur comment sortir la redevance audiovisuelle des griffes dans lesquelles elle semblait avoir été emprisonnée. Je dis bien, et c'est des mots que je choisis à dessein, des griffes dans lesquelles elle a été manifestement emprisonnée. Personnellement, je suis, à ce stade, pour la suppression de la redevance audiovisuelle, puisqu'elle est collectée pour rien, et elle ne va pas à son destinataire ou ses bénéficiaires que sont les médias publics. Autant mieux la supprimer, puisque là, elle remplit certainement quelques poches inappropriées, mais qui ne sont pas celles des médias publics, Radio Congo, Télé Congo, TDC et tous ceux qui sont concernés. Autant mieux la supprimer. Je suis Justin Mabaka de DIR-TV. J'ai quelques préoccupations. La première porte sur notre football. Nous le savons, aujourd'hui, c'est le déclin. Certains observateurs parlent de ce différend entre la Fédération congolaise de football et le ministère en charge des sports au sujet de l'ouverture des stades. Une situation, bien entendu, qui impacte sur les performances de nos équipes engagées dans les différentes compétitions internationales. Est-ce que nous en sommes justement avec la relance du football congolais? Pardon? La relance du championnat ou des championnats nationaux. La deuxième préoccupation, c'est au sujet des élections. Nous le savons que l'année prochaine, en mars notamment, les Congolais vont devoir se rendre aux urnes. Il y a des départements qui ont été créés, mais la question que se posent les Congolais, c'est sous le découpage de ces nouveaux départements. On ne peut pas boucler cette quinzaine sans évoquer cette question ou l'opération lancée par la Direction générale de la sécurité présidentielle pour éradiquer ce phénomène dit Kuluna. Le président de la République est revenu sur cette question, ce que j'appellerais une mise au point. Et quelques jours seulement, nous avons vu les organisations non gouvernementales se monter au créneau, brandir l'effigie, droits de l'homme et les différents accords signés par la République. Que répondez-vous à ces organisations non gouvernementales sur cette opération, je vais le dire, bien appréciée par les Congolais? Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, Madame la Ministre, avec ce projet de radio-télévision du bassin du Congo? La RTBC. Mais vous devez plutôt nous saluer, parce que nous avons, construit la RTBC en moins de 15 mois. Nous avons mobilisé des financements innovants dans le cadre d'un principe qui n'avait pas encore une loi pollueur-payeur et dans le cadre d'une responsabilité sociétale des entreprises. Cela illustre même de façon avant-gardiste la mise en œuvre de la loi d'orientation portant gestion durable de l'environnement, plutôt du développement durable. La première que j'aurais souhaité que vous souligniez, quand c'est bien, il faut le dire. Aujourd'hui, en 9 ans de ministère de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, nous avons porté près de 11 lois. Ce sont des batailles, parce que le gouvernement propose, ça va au secrétaire général du gouvernement, ça va à la Cour suprême qui donne un avis consultatif, ça revient sur la table du Conseil des ministres avec des débats avec l'ensemble des membres du gouvernement, ça repart sur la table du Conseil des ministres pour son adoption en Conseil des ministres, c'est renvoyé au secrétaire général du gouvernement qui renvoie en commission au niveau du Parlement, vous êtes reçus à débattre avec les chambres parlementaires et ensuite vous êtes reçus à débattre à la plénière présidée là, cette fois-là, par le président des deux instances. Soit vous êtes entré par la première des saisines, le Sénat, soit par la deuxième chambre, qui est le Parlement lui-même. Et donc ce n'est pas peu d'aujourd'hui d'avoir ce triptyque qu'il faut souligner. La loi portant gestion de l'environnement, je l'ai dit tout à l'heure, 32 ans après celle de 91, ce sont des fortes innovations du gouvernement. Et vous avez la première loi en la matière portant gestion durable de l'environnement. Et ensuite, vous avez l'Agence nationale de l'environnement. Donc, ça montre la volonté de cet écologiste qu'on ne présente plus. Le premier de ses citoyens, qui est le président de la République, aujourd'hui, qui ne ménage pas de cet engagement, de ses efforts depuis Rio+20 en 92. Attention,
Il faut le souligner. Quand c'est bon, c'est bon. Vous n'êtes pas là simplement pour interpeller. Je parle à Mme Mabiala comme au reste des médias, comme à vous qui avez posé ces questions de fond sur lesquelles vous revenez. Je vous remercie d'insister. Peut-être que cela n'était pas bien perçu dans ma réponse, mais aujourd'hui, nous avons ce ministère de l'assainissement. Nous avons du côté de la RTBC, j'ai souligné, c'est sur les fonds baptismaux de la République du Congo et certains États, principe pollueur-payeur, RSE, qu'en 12 mois, mon collègue et moi, sous la haute autorité du Premier ministre, chef du gouvernement, représentant le chef de l'État, président de la Commission climat du bassin du Congo, que nous avons déposé la première pierre. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons actuellement? Mais l'UNICEF, plutôt l'UNESCO, nous paye depuis pratiquement 3 mois des consultants. Certains ont été appelés à travailler autour de ces consultants pour mettre le cadre, la nomenclature institutionnelle. Nous avons à ce stade aujourd'hui les projets de programme, les projets de la grille des programmes et les projets même de l'ADN, donc la nomenclature administrative. Donc nous ne pouvons pas simplement avoir un bâtiment, y loger des studios et ouvrir. Il faut mettre tout ce cadre qui va définir l'ADN, la ligne éditoriale de cette radio-télévision. Et j'ai reçu donc la semaine dernière les consultants. Vous avez l'ancien directeur Afrique de TV5 Monde qui porte la tête de ces consultants, financés par l'UNESCO d'un côté, et les studios financés également d'un autre côté par la FAO, par l'Union européenne, certains partenaires, et nous sommes en phase d'installation donc, de ces studios. Mais vous ne serez pas en reste, nous allons lancer les appels d'offres, parce qu'aujourd'hui, le Congo a besoin de sa représentativité au sein de cet outil si puissant, et nous avons enfin, pour terminer par là, saisi l'Union africaine sur les hautes instructions du chef de l'État, président de la dite commission climat du bassin du Congo, dont l'instrument de sensibilisation média et la RTBC. Et nous avons donc saisi l'Union africaine afin d'en faire un instrument régional de l'Union africaine. Alors, vous évoquez l'opération dite Zéro Kuluna qui a démarré depuis quelques semaines dans notre pays. Je me rappelle de notre première quinzaine de l'année 2025. Je crois que 2 d'entre vous avaient posé au ministre de la Communication et des Médias. Les 2 questions portaient en gros sur la persistance du phénomène Kuluna et même son augmentation en termes de malfaisance, de nocivité. Et puis, d'après les questions qui avaient été formulées le 4 janvier, si je ne m'abuse, c'était en gros de dire le gouvernement a mis en place des opérations, coup de poing, ceci, cela, et une sorte d'impuissance du gouvernement de la République à gérer ce phénomène et à le réduire depuis tout ce temps-là. Je me rappelle de ces questions, il faut quand même les poser, et l'une de ces questions avait même chuté: à quand un véritable plan, une véritable opération qui soit enfin efficace? Eh bien, nous y sommes. Nous y sommes. Nous y sommes pourquoi? Je crois que le président de la République l'a rappelé. Je ne vais pas reprendre ces mots. Je vais simplement apporter 2 ou 3 indications complémentaires sur le sujet. La première réflexion complémentaire, elle est la suivante. Les Kuluna dont nous parlons étaient arrivés à un point où l'État voyait échapper à son contrôle une partie du territoire de la République. Il y avait des zones de non-droit que nos compatriotes subissaient dans leur chair. Quitter une veillée pour rentrer chez soi devenait un parcours du combattant, devenait même un risque, un péril pour la vie. Donc fallait-il continuer à laisser ce péril monter de plus en plus, ces gens monter de plus en plus en malfaisance et en assurance de leur malfaisance en se disant plus on en fait et plus on est libre et on nargue l'État sur les réseaux sociaux. C'était ça la réalité. Qui ne se souvient pas d'avoir entendu, lu, vu avec effroi, avec frayeur, avec
un désarroi important, ces images atroces où on voit par exemple une jeune dame enceinte éventrée par des bébés noirs. Voilà, on ne parle pas d'enfants des agneaux, on parle de grands bandits. C'est ça, des bébés noirs, c'est des grands bandits. Le grand banditisme, c'est cela, c'est pas autre chose. Ah oui, non, que des machettes, donc c'est pas grave, c'est des petits voyous. Non, c'est du grand banditisme. Et de la barbarie, quand on éventre une femme enceinte, et que donc vraisemblablement, je n'ai pas la suite, mais il est vraisemblable que la pauvre dame n'a pas dû survivre. Voilà. Bon, c'était ça la réalité. Donc, la perte de zones entières dans nos quartiers, dans nos villes, où l'État perdait le contrôle du territoire, les conséquences pour la vie quotidienne de nos compatriotes qui ne pouvaient plus vaquer tranquillement à leurs occupations parce qu'ils étaient, soit on leur vole un téléphone au mieux, soit au pire, ils se font blesser sans raison. Y a-t-il eu un rapport de ces ONG à ce moment-là pour dire combien la barbarie des bébés noirs devenait intolérable? Il n'y en a pas eu. Ah, ils sont toujours prompts à venir attaquer l'État quand l'État prend des mesures, vous l'avez dit vous-même, des mesures qui aujourd'hui soulagent les populations et des mesures donc populaires. Des mesures populaires parce que les Congolais en avaient marre. Et le président de la République qui est comptable de l'avenir de nos compatriotes, qui est le père de la nation, a pris cette décision salvatrice qui consistait à dire les deux éléments principaux de la force publique en la matière, c'est-à-dire la police et la gendarmerie, n'y suffisant plus, il fallait donc y adjoindre un autre corps de la force publique, parce que, contrairement à ce que certains, disons, juristes nous disent, la DGSP est un élément de la force publique. Je vous lirai d'ailleurs le décret, les extraits du décret qui organise et permet le fonctionnement de la Direction générale de la sécurité présidentielle tout à l'heure. Cela pour expliquer en quoi l'opération, telle que l'a rappelé le président de la République il y a quelques jours, est une opération régulière, conforme à nos textes. Fallait-il que l'État continue à laisser ces bandits, ces grands bandits agir de la sorte? Parce qu'à un moment donné, on serait passé probablement de la machette à l'arme à feu, et puis ensuite à l'arme lourde. Et nous avons vu, nous voyons des exemples où les gangs, c'est-à-dire les groupes de bandits, ces gangs ont fini par dominer l'État, à prendre le dessus sur l'État, à devenir plus puissants que l'État, face à un impair diplomatique. Mais je crois qu'on peut tous rappeler l'exemple malheureux de la République sœur d'Haïti, première république noire d'ailleurs de l'histoire du monde. À Haïti, aujourd'hui, le pays est désorganisé parce que les gangs, donc leurs bébés noirs à eux, ont dominé l'État. Donc fallait-il que nous laissions la situation arriver à ce point de bascule où on serait passé de la machette, qui est déjà un acte barbare, à la possession et à l'utilisation d'armes, d'armes létales, encore plus létales que les machettes et autres armes blanches, et puis pourquoi pas un jour des armes lourdes pour concurrencer l'État et le dominer. Non, le président de la République, chef suprême des armées, commandant en chef de la force publique, parce que c'est cela la réalité administrative et juridique, a pris cette décision parce qu'il fallait éviter que nous en arrivions à ce moment de bascule. Et je crois, aujourd'hui, vous êtes des journalistes, faites des micro-trottoirs. Vous en faites souvent sur des questions qui tendent à mettre, excusez-moi l'expression, l'État en difficulté ou le gouvernement en difficulté. Faites-les aussi quand les choses sont bien faites. Elles sont bien faites parce qu'aujourd'hui, nos compatriotes sont soulagés et peuvent désormais vaquer à leurs occupations. Tout le monde voit que le soir, il est aujourd'hui possible d'aller à une veillée, d'en sortir en étant serein. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, on peut aller manger au restaurant à une certaine heure, en ressortir et rentrer chez soi serein. Tout le monde sait que nos jeunes qui vont effectivement et viennent, parce que ce sont souvent nos jeunes qui sont des noctambules, eh bien, tout cela se passe de manière plus ou moins tranquille et sereine grâce à l'intervention de la Direction générale de la sécurité présidentielle qui s'est ajoutée aux autres corps de la force publique. Alors, nous entendons aussi
parler du cadre juridique. Alors, de ce point de vue-là, je me permets de préciser une chose. J'ai lu de ci, de là dans les réseaux sociaux qu'on citait le décret de 2009 qui fixait à l'époque les prérogatives et les axes de compétences de la Direction générale de la sécurité présidentielle. Non, ce décret a été remplacé par un décret beaucoup plus récent, qui est le décret 2025-390 du 18 septembre 2025, donc assez récent, un décret qui a été pris avant le déclenchement de l'opération Zéro Kuluna. Ce décret portant attribution et organisation de la Direction générale de la sécurité présidentielle. Ce décret nous dit dans l'article 1er, « La Direction générale de la sécurité présidentielle est un organe technique du ministère en charge de la sécurité, qui assure la sécurité du président de la République, de sa famille, de ses hôtes et de ses biens. » Cela pour répondre au fait que la DGSP n'est pas un corps externe à la force publique, une sorte de garde prétorienne, comme on disait sous la Rome antique, mais une unité régulière de la force publique. En ce qui concerne toujours à l'article 1er ses prérogatives, je vous en lis 2 ou 3 qui sont en rapport avec notre objet. Elle a notamment pour compétence de lutter aux côtés d'autres forces de sécurité contre toute menace visant la stabilité des institutions, l'intégrité physique des personnes et leurs biens, ainsi que la sûreté et la sécurité nationale. Elle est chargée également de contribuer en permanence au rétablissement de la sécurité et de la paix civile au plan national. Enfin, elle est chargée de participer au maintien et au rétablissement de l'ordre public en cas de nécessité, de participer en cas de besoin aux côtés des autres forces de sécurité aux opérations de sécurité publique, de tranquillité publique et de sécurité publique. Nous avons là les éléments juridiques qui encadrent l'opération actuellement menée, pas seulement par la DGSP, mais par l'ensemble de la force publique. Parce que l'intervention salvatrice de la DGSP a permis, disons, d'accélérer la résorption du problème, mais les autres forces ne restent pas l'arme au pied en disant « bon, la DGSP agit ». Et d'ailleurs, vous avez entendu, monsieur le procureur de la République de Brazzaville, au début de l'opération, qui a parlé. Tout cela est encadré. Il faut quand même que je chute sur 2 points qui doivent faire l'objet d'éclaircissements. Le premier point, c'est ce qui arrive, c'est-à-dire les opérations qui concernent les détenteurs de taxis-motos et de motocyclettes, dont on a vu sur les réseaux sociaux parfois une destruction spectaculaire, pour ne pas dire plus. Mais je vous donne une information qui relève des informations de l'État. Nombre, pour dire nombreux, nombre de ces détenteurs de taxis-motos sont des Kuluna, qui soit avaient dérobé violemment la moto auprès d'un tiers, véritable propriétaire, soit l'avaient dérobée quand elle était garée dans un coin et à l'insu du véritable propriétaire. Donc c'est cette opération, cette traque, qui a justifié l'opération complémentaire sur les détenteurs. Vous voyez, je ne dis pas propriétaires, je dis les détenteurs. Parce que quand on roule sur une moto, on est présumé être le détenteur. Maintenant, quand la DGSP intervient, il faut qu'on démontre qu'on est le propriétaire. Ce qui est une notion acrobatique quand on l'a volé. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on n'a pas de papier.
2, je vous rappelle également qu'il y a un texte réglementaire de 2024, ou une loi, je ne sais plus, vous m'excuserez de l'approximation. Ce texte réglementaire de 2024 fixe les conditions d'exercice de la profession de taxi-moto et le contrôle qui est fait, l'opération qui est menée parallèlement à celle des Zéro Kuluna, il faut vérifier si les détenteurs sont tout à fait conformes au texte réglementaire de 2024 avec l'immatriculation, le port d'un chasuble, des casques, enfin toute une série de choses, l'assurance, enfin tout ce qui existe en matière de détention légale d'un taxi-moto ou d'une moto. L'autre élément spectaculaire, et j'en aurais fini de cet aspect, mais je suis prêt à répondre à d'autres questions, bien entendu, on a vu de loin en loin la destruction de quelques immeubles, maisons appartenant, semble-t-il, à des familles de Kuluna, avec quelques protestations du fait que, mais oui, mais est-ce que la culpabilité est collective? Est-ce que bon, écoutez, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Allez demander aux Congolais, parce que c'est ça la réalité, allez demander aux Congolais. Comment ça se passe avec ces familles de Kuluna, c'est-à-dire les parents qui tolèrent le fait que leur enfant arrive le soir alors qu'il n'a pas de travail ni de revenus connus, avec une télévision plasma, écran plasma en 4K, avec des téléphones qui coûtent des millions, et puis les parents tolèrent, acceptent, prennent. Et quand les gens du quartier qui ont été détroussés ou d'un peu plus loin viennent protester, ben c'est souvent les parents qui disent « Ah non, circuler, il n'y a rien à voir ». Malheureusement, dans ces cas-là, et sachez que ça se passe souvent comme ça, malheureusement, dans d'autres pays, c'est qu'on considère qu'il faut étouffer le foyer qui a généré ce type de banditisme, et ça peut passer par des actes de fermeté de ce genre-là, ça peut arriver. Football congolais en déclin, oui. Football congolais en déclin, d'autant plus qu'il n'y a pas de compétition, oui. Mais dans cet océan assez sinistre, on peut aussi se réjouir de la qualification de l'équipe de AS Soto qui s'est qualifiée pour la phase de poule de la compétition dite de la Confédération africaine de football. Moi, ce que je peux dire en tant que membre du gouvernement, nous échangeons régulièrement avec le collègue en charge des questions du sport, c'est que tout est mis en œuvre pour que la crise du football congolais soit résorbée au plus vite. Alors, la question des élections de 2026, oui, les départements ont été créés il y a quelques mois. L'État est en train de mettre en place toutes les conditions pour que les circonscriptions administratives nouvellement créées vivent dans le cadre plein et entier des prérogatives qui sont celles d'une collectivité locale du niveau du département. Maintenant, il y a peut-être des considérants techniques, vous demandez les délimitations. Non, de toute façon, il faut savoir que la délimitation, quand on crée une entité administrative, elle est préalable. On ne se dit pas, on va créer, on va créer telle collectivité, ensuite on va en fixer les limites. On commence d'abord par en fixer le cadre, les limites, et puis ensuite, on arrive à des questions qui sont, maintenant qu'on en a les contours, on va lui donner un nom, on va. Donc, ces considérations techniques sont bien entendu remplies, et au fur et à mesure, le ministère en charge de l'administration du territoire, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, rendra public ce qui est nécessaire s'il y a encore des précisions à obtenir. Je suis Loïcia Martial, j'interviens pour le compte des RFI. Nous sommes à quelques jours de la COP 30. Question simple, où en êtes-vous avec les préparatifs de cette COP 30, Madame la Ministre? Je dis ceci, au centre de toutes les différentes conférences aux parties, les financements. Il faut que vous soyez fiers de notre pays et de notre sous-région. Le bassin du Congo et le Congo, pays leader de cette dite région, sommes de bons élèves de ce qu'on appelle les enjeux d'atténuation, la régulation de ces écosystèmes en matière d'émissions. Ce qui est au centre, pour nous, la République du Congo et les autres pays, c'est les financements d'adaptation. Parce que nous sommes un État responsable et il nous faut concilier l'atténuation et l'adaptation.
Aujourd'hui, à titre d'illustration, lorsque l'on parle d'atténuation en tant que bon élève, nous en avons deux faits qui parlent à notre avantage. Les forêts que vous connaissez. La République du Congo, c'est 0,5% de taux de déforestation aujourd'hui. La République du Congo, c'est 55 000 km carrés aujourd'hui de stock de CO2 de ces écosystèmes récemment découverts des tourbières. Donc, lorsque je vous parle des écosystèmes de façon globale au Congo, il faut savoir que du côté du bassin du Congo, nous avons abrité ici le sommet des 3 bassins. Le bassin du Congo, c'est donc des écosystèmes qui sont aujourd'hui les remparts de l'humanité. Je vous ai pris le prisme congolais, mais en matière de bassin, c'est tourbière. Autant nous en avons 55 000 km², autant entre la RDC, la République démocratique du Congo, et notre pays, la République du Congo, c'est sur une superficie de 156 500 km² que sont répartis ces écosystèmes bien particuliers. Donc aujourd'hui, qui séquestrent 30 milliards de tonnes de CO2, alors que, qui stockent plutôt, parce que quand on dit stock des écosystèmes, des tourbières, ça veut dire que nous ne pouvons pas les restaurer en cas de dégradation. Par contre, les écosystèmes forestiers séquestrent 1,5 milliard de CO2. Il ne faut pas que les forêts soient l'arbre qui cache les tourbières, en gros. Et donc, aujourd'hui, nous avons les forêts du bassin du Congo qui séquestrent 1,5 milliard de tonnes de CO2, c'est déjà immense. Mais nous avons à côté, je venais de le dire, 30 milliards de tonnes de CO2 stockées par les écosystèmes des tourbières. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC qui nous le rappelle. Donc aujourd'hui, nous sommes ce rempart et nous sommes en train de dire au reste du monde, mais nous rendons ce service écosystémique. Nous voulons lever des financements pour porter notre transition énergétique, porter notre transition écologique, donner une alternative économique à nos populations. Qu'est-ce que nous en donne dans le cadre d'une économie circulaire et solidaire à nos populations? Mais la réponse des chefs d'État, c'est laquelle? Le Fonds bleu pour le bassin du Congo, avec des projets qui portent la notion de durabilité et dans la même cohérence qui répondent aux engagements qui sont les nôtres. L'ambition de réviser tous les 5 ans le document mastodonte au centre de notre économie qu'on appelle la contribution déterminée au niveau national, qui prend en compte l'ensemble des secteurs, tous les secteurs de la vie de développement de notre pays est contenu dans la CDN, en élaboration du côté du ministère de l'Environnement. Nous sommes également en train d'aller porter des résultats, parce que, étant de bons élèves, nous disons, le président dit, écoutez, nous, on est bien constitués aujourd'hui, nous savons maintenant qui nous sommes, nous avons une commission qui a identifié qui nous sommes, ce que nous apportons au reste de l'humanité. Nous avons ce magnifique fleuve Congo, oui, et nous avons le lac Tanganyika, parce que n'oubliez pas, nous avons la Tanzanie, le Sao Tomé, le Kenya, l'Ouganda. Ils sont tous ici à Brazzaville, tous les points focaux des États, actuellement, au niveau de la BDAC, pour porter une action que nous menons à la COP30 également, à Belém, au Brésil. Mais la pré-table ronde que j'ai rappelée tout à l'heure, qui va porter sur des aspects concrets. La mobilisation financière au travers d'un pipeline de projets, un plan d'investissement chiffré à pas moins de 10 milliards de dollars. Dans les spécificités de ces projets des États, vous allez le trouver sur le site de la CCBC. Et dans la République du Congo, 41 projets. Mais ce que nous regrettons souvent, c'est que dans ce pipeline de projets que constitue ce fonds d'investissement, les 41 projets ne sont pas bancables. Ils ne sont pas éligibles. Donc nous avons dû travailler lourdement pour trouver des financements, pour monter des études de faisabilité, parce que le bailleur, il n'apporte que des financements pour les études faites. Et nous avons tous les pays des autres États qui ont 2, 3, 4 projets bancables. Et donc pendant des décennies, nous étions en train de jeter l'opprobre vers les autres en disant « ils abusent de nous, ce sont nos ressources naturelles ». Oui, mais ce n'est pas des termes de référence qui vont lever des financements. C'est pour ça que lorsque je dis que nos cadres doivent apprendre à monter les études de faisabilité, on crie « ouf !» La ministre Soudan stigmatise les cadres congolais. Pas du tout. Je ne stigmatise pas les cadres congolais, je dis ce qu'il y a
Comment voulez-vous qu'on lève des financements de façon concrète, financer des projets, si nous n'avons pas des études de faisabilité? Vous n'avez que des termes de référence, vous disent ce que vous, plus ou moins, vous souhaitez faire. Mais toutes les spécificités techniques, comment celui qui vous apporte la ressource s'y prend? Donc nous allons maintenant que nous sommes structurés, vous l'avez compris, nous avons donc une commission, nous avons une banque de développement qui s'est substituée aux États dans son mandat. C'est le mandat que les États lui ont confié, la Banque de développement des États d'Afrique centrale, et qui est là pour mettre en maturité une de nos projets et les rendre éligibles. Nous travaillons avec le Fonds vert pour le climat, toutes ces grandes entités qui nous permettront donc de lever donc ces financements. À côté donc de la table ronde qui va se tenir à Belém sur le plan technique, nous avons également une grande initiative issue du sommet des 3 bassins qui s'est tenu ici, mais la première réunion mondiale ici, les premières assises des peuples autochtones. Là aussi, ils sont les gardiens de notre patrimoine naturel, les populations autochtones. Il nous faut, nous avons pris dans ce pays-là les meilleurs textes qui soient au monde. On a légiféré. Il y a une loi portant protection de ces peuples autochtones et les intégrant dans toutes les politiques publiques. Donc, il nous faut pouvoir emmener la moisson de cette grande rencontre. Le président de la République, donc, a souhaité que le ministre en charge des peuples autochtones, garde des Sceaux, ministre de la Justice, donc, va porter également, à côté de moi, je suis à la tête, donc, en tant que ministre secrétaire exécutive, la pré-table ronde, oui, mais je vais également porter, aux côtés de notre collègue, tous les ministres qui feront le déplacement de Belém. Nous allons porter également ces grandes assises qui vont se tenir en marge de la COP toujours, une rencontre avec les populations autochtones. Et nous devons restituer, en conformité avec l'accord de Paris, la CDN 3.0 qui est en fin d'élaboration ici en République du Congo parce qu'il a fallu terminer la 3e communication, le BUR, le référencement qui porte les ambitions revues à la hausse donc, des émissions de la République du Congo. Et dans la même foulée, vous suivrez certainement ce reportage aujourd'hui, nous venons de lancer les travaux de la stratégie nationale de développement durable. Mais parce que la CNDD en sigle, la stratégie nationale de développement durable, qu'est-ce que c'est? Mais c'est un PND bis sans l'aspect programmatique. Donc, tout est lié. Pour porter la notion de durabilité dans le plan national de développement, le gouvernement est en train de s'atteler à finaliser donc la stratégie nationale de développement durable, à laquelle il y a bien entendu un grand document que nous avons pris dans le cadre de la gestion des risques et des catastrophes, la première stratégie en République du Congo. Et nous sommes le 5e État africain sur les 54 États à avoir cette stratégie qui nous permet d'être également éligibles à la COP, à des financements dans le cadre du fonds levé des pertes et préjudices. Parce que ce n'est pas tout que nous montons ces instruments-là. Mais il nous faut pouvoir bénéficier de ces financements. Et pour cela, il vous demande quand même que nous soyons en règle. Et puis, il y a le grand débat qui demeure, le marché volontaire auquel nous ne voulons pas souscrire réellement du carbone. Et nous portons le marché suprême qui est issu de l'accord de Paris. Dans cet article 6, de façon globale, son mécanisme est l'article 5 de l'accord de Paris. Mais les autres réchignent en face à nous donner accès à $50 ou $100 la tonne. Nous allons à cette COP pour dire aux uns aux autres, le bassin du Congo sait qui il est. La République du Congo à la tête de cette commission vient vous dire, yeux dans les yeux, aujourd'hui, nous savons qui nous sommes, nous allons à une pré-table ronde, nous savons qui nous sommes, nous protégeons nos populations autochtones, nous savons qui nous sommes, nous avons un fonds fiduciaire qui a connu une étude de préfiguration, pas de gré à gré, par appel d'offres, donc c'est inattaquable. Nous avons une contribution déterminée au niveau national et nous disons, nous avons droit à un financement de notre transition écologique, transition énergétique. Je suis Désirée Laure Diakundila et je représente le média en ligne MBG. Madame la ministre, la République du Congo fait partie des pays signataires de l'accord de Paris. Du haut des 10 ans de cet accord, le pays est en révision de sa 3e contribution déterminée au niveau national. Alors dites-nous, quels sont les efforts fournis par notre pays
en matière de régulation du climat et quels sont les défis à relever à l'avenir? Accord de Paris. Tous les 5 ans, c'est une obligation qui est faite aux États pays parties de cette signature de l'accord de Paris dans la République du Congo, de revoir à la hausse ce qu'on appelle les émissions. Nous avons dans la CDN 2.0, qui est celle du dernier quinquennat, puisque nous sommes en train d'élaborer, selon cette obligation, la troisième, la CDN donc dite 3.0. Donc la troisième version, en d'autres termes. Qu'est-ce que nous avons apporté? Nous avons apporté la prise en compte déjà des émissions issues des déchets. Nous avons intégré les jeunes qui n'étaient pas dans la CDN initiale. Nous avons pris le genre. Nous avons pris les émissions des transports. Comment cela se traduit en matière économique et en matière de développement? Nous avons 2 scénarios, le scénario conditionnel et inconditionnel. L'un porte les financements des partenaires au développement. L'autre, ce sont des financements internes. Je l'ai dit récemment. Il nous faut lever près de 9 milliards pour mettre l'ensemble des secteurs concernés par la CDN, parce que nous avons des fiches bien détaillées dans la CDN, dans son plan d'action, qui vous dit, si vous n'investissez pas dans des usines qui prennent en compte la notion de durabilité, eh bien, vous ne pourrez pas atteindre les objectifs fixés dans l'accord de Paris. C'est ce calcul qui est fait au travers de la troisième communication, le BUR en ce moment, qui permettra d'avoir les résultats des émissions de façon globale de la République du Congo. En d'autres termes, qu'est-ce que nous devons faire? Je le dis également souvent à l'extérieur, lorsque nous prenons la parole du haut de certaines tribunes à l'extérieur, que la République du Congo n'est pas un pays émetteur. Nous ne sommes pas un pays émetteur. Nous sommes, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, des bons acteurs de l'atténuation. Mais comme nous avons souscrit à l'accord de Paris, il nous est fait obligation de revoir constamment à la hausse, réviser donc cette CDN. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, notre pays, c'est près de 18 aires protégées que nous avons, dont 2 aires protégées marines. Donc tout ça concourt à l'atténuation de ces impacts du changement climatique. Mais malheureusement, ce qu'on ne vous dit pas, nous sommes de bons élèves de l'atténuation. Oui, mais nous sommes les plus vulnérables aux impacts du changement climatique. C'est également le GIEC qui le dit. Donc ces données de cette évaluation de l'accord de Paris, nous revenons au financement. Nous nous mettons en règle parce que nous prenons des engagements, mais maintenant il faut que la communauté internationale puisse également réellement répondre à ces engagements de financement. Et l'un des points que je n'ai pas évoqué tout à l'heure à la question posée par votre collègue Martial tout à l'heure, c'est laquelle? Mais nous avons également au centre de la COP30 à Belém, mais des questions de quantification financière qui nous est due. Parce que lorsqu'on était à Copenhague, en 92, cet engagement, beaucoup n'ont pas lu quand on vous parle des 100 milliards à mobiliser pour financer notre transition écologique, pour financer notre transition énergétique. Mais ce qu'on ne vous a pas dit, il y a un tout petit astérix qui dit quoi? À partir de 2020. Et donc, depuis, nous sommes en train de nous battre pour que nos partenaires techniques et financiers, qui nous doivent explication de ces engagements internationaux pris, nous expliquent où nous en sommes. Et vous avez remarqué, depuis, comme je suis là depuis 9 ans, je connais toutes les procédures. Mais qu'est-ce que nous constatons? Ça tergiverse. Nous n'avons pas un cadre financier bien élaboré. Comme souvent, ils ont tendance à jeter l'opprobre sur les États comme nous. Et souvent, je dis, mais les plus grands voyous, ce ne sont pas les États africains. On n'aimerait pas jeter l'opprobre sur les autres, mais je tiens à vous dire que la corruption, le bien d'abus social, n'est pas africain. Nous sommes loin d'être de bons élèves. Et donc aujourd'hui, ils confondent l'aide au développement qu'ils nous apportent dans le cadre de la quantification de cet engagement pris à Copenhague et qui devait être mis en application depuis 2020.
Ils vous disent non, on a réussi à mobiliser 80 milliards. Mais nous sommes en débat là-dessus. Nous sommes en débat. Et donc nous allons donc à cette COP de l'évaluation, puisque nous allons célébrer à Belém les 10 ans de l'accord de Paris. Et nous allons donc pouvoir en faire l'évaluation, puisque, est-ce que vous pouvez croire, je terminerai par là, que tous ces États puissants n'arrivent pas à avoir des experts réellement pour mettre en œuvre le mécanisme de financement du marché du crédit carbone issu de l'accord de Paris? Quand on sait que la zone de l'OCDE, bien avant l'accord de Paris, bénéficie déjà de cette tonne carbone entre 50 et 80 $ la tonne. Je conclus une fois de plus par dire de qui se moque-t-on? Je suis Valda Saint-Val, j'interviens au compte du journal Les Échos du Congo, journal en ligne. Monsieur le ministre, votre collègue ministre des Finances a parlé de la disparition de l'impôt sur le revenu des personnes physiques IRPP dès l'année prochaine. L'IRPP sera remplacé par 4 autres impôts. Alors, est-ce que ces nouveaux impôts-là ne pèseront pas sur les salaires des fonctionnaires? L'autre volet, qu'est-ce que ces nouveaux impôts-là apporteront dans la cagnotte de l'État? N'étant pas moi-même un spécialiste de la science fiscale et de la science financière, je vais tâcher de vous donner quelques grandes lignes. Effectivement, il faut savoir que le projet de loi de finances pour l'année 2026 propose, parce que tout part de là, ce n'est pas une initiative du ministre ex abrupto qu'il a décidé de réformer le système d'imposition des différents revenus. Il l'a fait parce que, tout simplement, le Congo a adhéré à une directive communautaire qui a été adoptée au niveau de la CEMAC le 9 janvier 2025. Et cette directive, en son article 86, oblige les États membres à l'intégrer dans leur corpus juridique et fiscal avant le 31 décembre de cette année. Donc c'est une obligation communautaire. Ce n'est pas le ministre qui a inventé comme ça un matin la réforme. Alors, il faut savoir également que le Congo actuellement, État membre de la CEMAC, assure la présidence tournante de ces institutions. Et on ne pourrait pas, de manière, et là je parle d'un point de vue politique et diplomatique, être à la tête d'une institution, même momentanément, et ne pas respecter et ne pas mettre en œuvre les directives de la CEMAC. Alors, vous l'avez dit, il ne s'agit pas de supprimer une imposition, il s'agit de la faire évoluer en une série d'impositions nouvelles qui a pour objet non pas d'alourdir l'impôt, mais tout simplement de rationaliser l'impôt, c'est-à-dire de le rendre suffisamment proche de l'assiette de recouvrement, l'assiette qui permet le recouvrement, et donc quelque part de créer des conditions d'une justice fiscale en rapprochant les conditions d'imposition avec la réalité de la matière imposable. Alors, il faut savoir que cet impôt, l'IRPP, qui est remplacé à partir de la future loi de finances, cet IRPP est remplacé par un impôt global sur les traitements et salaires. C'est l'objet même dans la loi de finances exercice 2026 en gestation, c'est l'objet même de la réforme que vous évoquez. Alors, il faut savoir qu'en disparaissant, l'impôt global unique, c'est-à-dire l'IRPP, va être remplacé par 5 impôts cédulaires, c'est-à-dire 5 impôts différents qui vont toucher chacun une matière fiscale donnée. Alors, il y a d'abord l'impôt sur le bénéfice d'affaires, l'IBA, qui va regrouper certaines anciennes catégories de revenus de l'IRPP qui concernent quelques activités économiques, commerciales, industrielles. Je crois qu'après, puisque vous posez la question, c'est que vous connaissez la matière et je crois qu'on ne va pas rendre les choses rébarbatives pour nos compatriotes qui vont nous suivre et dire que c'est le premier impôt qui va toucher
les entreprises et tous ceux qui produisent dans l'économie. Vous avez un impôt sur les revenus fonciers. Je crois que là également, il n'y a pas besoin de préciser, c'est tous ceux qui sont propriétaires d'un bien foncier, et bien qui, ces biens-là, vont faire l'objet d'un impôt spécifique, là également, un impôt global. Alors, ensuite, vous avez 3 autres impôts un peu plus fins, un peu plus précis. Vous avez l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers, vous avez l'impôt sur les traitements et salaires, donc on va dire l'ex-IRPP pour les particuliers, parce que l'IRPP touchait tout le monde, mais l'ex-IRPP des particuliers qui devient un impôt sur les traitements et salaires, et enfin un impôt sur les plus-values réalisées par les personnes physiques et assimilées. Alors, pour revenir à votre question sur va-t-on alourdir l'ex-IRPP, mais nouvel impôt sur les traitements et salaires pour les particuliers, c'est ça votre question? Moi je crois que non. Il s'agit tout simplement, pour le gouvernement, en transposant la directive et en espérant que les députés et les sénateurs vont adopter sur ce point-là, en l'état, la loi de finances exercice 2026, il s'agit au contraire d'aller vers de la justice fiscale. Un exemple très simple, la bancarisation des revenus. Je crois que chacune et chacun d'entre nous, surtout vous, les hommes et femmes de médias, vous avez même, comme on dit sous couvert, dans les coulisses, pesté sur le fait que certains revenus, notamment d'un certain nombre de responsables administratifs, n'étaient pas comptabilisés dans l'ancienne IRPP. Aujourd'hui, la bancarisation va toucher tout le monde. Mais c'est un moyen à la fois de renforcer le rendement de l'impôt, parce que cet impôt va rentrer de manière plus abondante, mais en plus de faire de la justice fiscale et de faire de la transparence. Parce que quand vous bancarisez, c'est transparent.